Tous connaissent la silhouette élancée du justicier masqué qui défend les opprimés de Californie, le chapeau noir, la cape virevoltante, le masque protégeant son identité et cette signature légendaire, un Z tracé à la pointe de l'épée. Pourtant, derrière l'image de Zorro, les détails concernant la transformation de Diego de la Vega en vengeur masqué demeurent souvent dans l'ombre. Les romans originaux de Johnston M. Seculet, tout comme les nombreuses adaptations cinématographiques et télévisées, ont laissé certains aspects de sa vie dans un mystère aussi profond que celui qui entoure son identité secrète. Né au sein d'une des familles les plus respectées et prospères de Californie, Diego de la Vega grandit dans un environnement privilégié. Son père, Don Alejandro de la Vega, est un homme respecté, propriétaire terrien et figure d'autorité dans la région de Los Angeles. Sa mère, Doña Elena, issue d'une noble famille espagnole, lui a transmis son regard perçant et sa sensibilité face aux injustices. Le jeune Diego mène une existence insouciante dans l'hacienda familiale. Entouré de serviteurs attentionnés, il ne manque de rien. Son père veille à lui offrir l'éducation d'un véritable caballero, escrime, équitation, langues étrangères, histoire et sciences. Diego manifeste très tôt des talents exceptionnels. Il maîtrise l'épée avec une aisance qui étonne ses maîtres d'armes, monte à cheval comme s'il était né en selle, et dévore les livres de la vaste bibliothèque familiale avec une curiosité insatiable. Cependant, cette excellence s'accompagne d'un certain goût pour l'aventure et la rébellion. Les domestiques racontent en souriant ses escapades nocturnes et ses courses effrénées à travers la campagne sur son étalon noir. Ce garçon a le feu dans les veines et la tête dans les nuages, soupire Don Alejandro, partagé entre fierté et inquiétude. Doña Elena, elle, voit au-delà de cette indiscipline. Lors de leur longue promenade ensemble, elle lui désigne discrètement les injustices qui se déroulent parfois sous leurs yeux, des paysans expulsés de leurs terres, des autochtones maltraités par des soldats, des taxes arbitraires imposées aux plus pauvres. « Regarde, Diego, murmure-t-elle. La véritable noblesse ne réside pas dans les titres ou les possessions, mais dans la façon dont nous traitons ceux qui n'ont pas notre fortune. » Ces paroles s'impriment dans l'esprit du jeune homme, mais restent encore abstraites, comme des leçons de morale qui n'ont pas encore trouvé leur application concrète. La douleur et la souffrance des autres demeurent un spectacle distant, observé depuis la position privilégiée du fils d'un riche propriétaire. Mais un jour, tout bascule. Le destin frappe en ce printemps 1815, alors que Diego vient d'avoir 18 ans. La région connaît une période de tension accrue. Le capitaine Enrique Monastario, récemment nommé à la tête de la garnison locale, impose un régime de terreur, multipliant les taxes et les arrestations arbitraires. Don Alejandro s'oppose régulièrement à ces méthodes lors des réunions du conseil municipal, s'attirant l'inimitié du militaire. Ce jour-là, Doña Elena a décidé de se rendre au village voisin où vivent de nombreuses familles indigènes. Elle y apporte régulièrement des médicaments et de la nourriture, une charité discrète qu'elle pratique depuis des années. Diego l'accompagne parfois, mais ce jour-là, il est resté à l'hacienda pour s'entraîner à l'escrime avec son maître d'armes. Lorsque sa mère arrive au village, elle découvre une scène de désolation. Des soldats sous les ordres de Monastario sont en train d'expulser les habitants, prétextant une ordonnance sur l'occupation illégale des terres. Une vieille femme refuse désespérément de quitter sa modeste demeurée. Un soldat lève la main pour la frapper. Sans hésiter, Doña Elena s'interpose. « Comment osez-vous lever la main sur une femme âgée » s'écrie-t-elle. Le soldat, surpris par l'intervention d'une dame de la noblesse, recule. Mais l'officier en charge, un lieutenant cruel nommé Gabriel, fidèle exécutant des basses œuvres de Monastario, s'avance vers elle. « Madame, ceci est une affaire militaire. Je vous conseille de vous écarter et de rentrer chez vous. Je ne partirai pas avant que vous n'ayez annulé cette expulsion injuste, répond fermement Doña Elena. Ce qui se produit ensuite reste gravé dans les mémoires comme un accident tragique. Lors de l'altercation qui suit, Doña Elena est violemment poussée. Sa tête heurte une pierre. Malgré les soins prodigués à la hâte, elle succombe à ses blessures avant même de regagner l'hacienda. Don Alejandro, effondré, exige justice. Mais le rapport officiel parle d'un « regrettable accident » et le lieutenant Gabriel est simplement muté dans une autre garnison. Monastario présente des excuses formelles, vides de toute sincérité, et l'affaire est classée. Diego assiste aux funérailles de sa mère dans un état second. La douleur, immense, laisse progressivement place à une colère sourde, puis à une détermination glacée. Pendant plusieurs semaines, il s'enferme dans un mutisme inquiétant, ne sortant de sa chambre que pour de longues chevauchées solitaires. Un soir, il se rend en secret dans le village où sa mère a trouvé la mort.
Il découvre que les habitants ont finalement été expulsés, leur maison détruite pour faire place à une extension des terres d'un allié de Monastario. Une vieille femme le reconnaît et lui raconte comment Doña Elena les a toujours soutenus, comment elle est morte en essayant de les protéger. « Votre mère était notre ange », murmure-t-elle. « Maintenant, il n'y a plus personne pour parler en notre nom. » Ces mots résonnent en Diego comme un appel. Il comprend soudain que les injustices que sa mère lui montrait n'étaient pas de simples leçons abstraites, mais des réalités cruelles qui détruisaient des vies. Et il se rend compte que ces injustices se développent précisément parce que personne n'ose s'y opposer ouvertement. De retour à l'hacienda, Diego tente d'abord la voie officielle. Il accompagne son père à une réunion du conseil municipal où il dénonce les abus de Monastario. Leur protestation se heurte à un mur de peur et de complicité. La justice est morte en Californie, déclare amèrement don Alejandro sur le chemin du retour. Non, père, répond Diego. Elle a simplement besoin d'être réinventée. Cette nuit-là, seul dans la bibliothèque familiale, Diego réfléchit que pour combattre efficacement Monastario et ses semblables, il doit agir différemment. S'opposer frontalement au pouvoir en place ne ferait que mettre sa famille en danger et limiter ses capacités d'action. Il se rappelle les histoires que sa mère lui lisait enfant, ces contes de justiciers masqués qui, dans l'Espagne médiévale, défendaient le peuple contre les seigneurs tyranniques. Il pense également aux légendes indigènes évoquant des esprits vengeurs prenant la forme d'animaux rusés. Un masque, murmure-t-il. Je deviendrai celui que personne ne peut attraper, celui qui frappe dans l'ombre et disparaît avant que l'ennemi ne comprenne ce qui lui arrive. Dans les semaines qui suivent, Diego élabore son plan. Dans une cave secrète sous l'hacienda, accessible par un passage dissimulé dans la cheminée de sa chambre, il aménage un repère. Là, il rassemble tout ce dont il aura besoin, une tenue noire, un masque, une cape, et une épée particulièrement fine et légère, forgée par le meilleur armurier de la région. Pour brouiller les pistes, il commence à se comporter en public comme un jeune homme frivole et paresseux, plus intéressé par la poésie et la musique que par les affaires sérieuses. Cette transformation apparente désole son père mais protège son secret. Le renard est rusé, se dit Diego. Il fait croire qu'il dort alors qu'il guette sa proie. El Zorro le renard en espagnol. Le nom s'impose à lui comme une évidence. Sa première sortie en tant que Zorro a lieu un mois après la mort de sa mère. Ce soir-là, des soldats doivent escorter une charrette transportant les taxes exorbitantes prélevées dans la région. Vêtu de noir, le visage masqué, monté sur son fidèle coursier, Diego intercepte le convoi. Avec une habileté stupéfiante à l'épée, il désarme les soldats qui n'ont pas vraiment le désir de mourir ou dû être blessés pour un trésor qui en leur appartient pas, s'empare des coffres et distribue leur contenu aux villages les plus pauvres des environs. Sur le mur de la caserne, il laisse sa signature, un Z tracé d'un geste vif de sa lame. Le lendemain, tout Los Angeles ne parle que de ce mystérieux vengeur masqué. Monastario enrage, jurant de capturer ce « bandit » et de le pendre au écourt. Quant à Diego, il joue son rôle de jeune homme oisif, s'étonnant avec une feinte nonchalance de cette agitation. Dans l'intimité de sa cave secrète, cependant, il contemple le portrait de sa mère. « Pour toi, mère, murmure-t-il. Pour toi et pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Tant qu'il y aura des tyrans en Californie, Zorro saura leur ombre et leur cauchemar. » Ainsi naît la légende du renard, le défenseur masqué des opprimés, dont les exploits vont bientôt faire trembler les puissants mais redonner espoir aux faibles. Dans chaque coup d'épée, dans chaque Z gravé, résonne le souvenir de Doña Elena de la Vega et sa leçon ultime. La véritable noblesse se trouve dans le courage de défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Le jeune Diego a trouvé sa véritable identité derrière un masque. Zorro est né.